Bonsoir, nous sommes le 12 février 2015, il est l'heure du journal de la rédaction sur TV Fil 78 et au cours de la prochaine demi-heure, il sera question des habitants d'un quartier de Trappes qui réclament la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Après 2 réunions infructueuses avec la mairie, une pétition circule actuellement. La gauche divisée pour le scrutin départemental de mars. Le front de gauche avec le Parti communiste fait le choix d'Europe Écologie Les Verts. Les explications sur ce plateau de Julien Ibora, le secrétaire départemental dans les Yvelines du Parti communiste. La marque Bébé Cadom vient de fêter les 90 ans de son célèbre concours. Dans les 11 finalistes figuraient Inaya, 2 ans et demi. Nous étions présents lors de la cérémonie. Dès cette nuit et pour 4 autres supplémentaires, une opération assez spectaculaire va se dérouler à la gare des Chantiers à Versailles. Le grutage de la seconde passerelle d'accès au quai. Le trafic sera totalement interrompu. Ce sont près de 200 tonnes qui seront soulevées. La nouvelle passerelle mesurera 100 mètres de long sur 10 mètres de large. La grue qui va permettre cette manœuvre est l'une des plus imposantes en Europe. Elle pèse jusqu'à 650 tonnes avec une flèche de 96 mètres. Il aura fallu 4 jours pour l'assembler. Construire une passerelle au-dessus des voies ferrées sur une ligne qui est en exploitation, c'est beaucoup plus difficile. Et donc l'opération Roi Soleil qui va se dérouler sur 2 week-ends consécutifs, qui commence vendredi 13 et qui se terminera le week-end d'après, consiste à gruter en fait une passerelle de 100 mètres de long et de 200 tonnes au-dessus de la ligne Paris-Brest, le tout en 55 heures. C'est une vraie prouesse technique. On ne s'imagine pas, mais cette passerelle métallique qui est faite très lourde, de pièces massives, elle a une tolérance de pose sur les quais, les poteaux de 2 mm. C'est-à-dire qu'on a 24 poteaux qui ont été tous alignés en visée laser et on va venir poser délicatement, avec précision, aux bons endroits, aux bons appuis, les 2 colis. Et avant de pouvoir les souder, il y a des mini-réglages de planimétrie, d'horizontalité. Et donc la précision, c'est 2 mm. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir une grue très précise qui nous permet de travailler avec beaucoup de finesse. Vous êtes en fait sur une des plus grandes grues d'Europe. Il n'y en a que 3 en Europe pour faire ce genre d'opération. C'est une entreprise franco-belge, l'entreprise Dufour, avec laquelle la SNCF a déjà travaillé. Cette grue qui fait 100 mètres de haut et qui pèse 650 tonnes. Alors 100 mètres de haut, c'est un peu le premier étage de la Tour Eiffel. 650 tonnes, c'est un peu 14 wagons de marchandises, vous voyez. Elle est arrivée en petits morceaux, elle est arrivée avec 50 camions et poids lourds d'Allemagne. Il a fallu donc organiser à travers Versailles des convois exceptionnels. Des habitants qui réclament un système de vidéosurveillance. C'est dans le quartier de la Boissière à Trappes. L'affaire est ancienne, elle date de février 2014. Malgré 2 réunions organisées en avril et au mois de mai, rien ne semble avoir évolué. Le point sur cette situation avec William L. Depuis 1 an, Nicolas Gros habite à Trappes, dans le quartier de la Boissière. Un quartier réputé sensible, le bureau de tabac avait fait l'objet de braquages il y a 2 ans. En février 2014, il lance une pétition pour la mise en place de caméras de surveillance devant les commerces. Donc là, on a dépassé les 1300 signatures cette semaine. Notamment grâce aux réseaux sociaux, les gens sont mobilisés, des habitants des Yvelines, mais également des habitants de toute la France. Donc je pense que c'est un ras-le-bol des trappistes, mais également des Français en général sur l'insécurité constante de Trappes et de la France en général. Une pétition adressée au maire, également soutenue par Othman Nasrou, membre de l'opposition à Trappes. Donc c'est un sujet qui malheureusement traîne depuis un petit moment sans que l'on comprenne bien ce que la municipalité souhaite faire sur ce sujet. Si une réponse technique est possible, puisque si j'ai bien compris, les commerçants souhaitent mettre en place un dispositif de vidéosurveillance. Moi j'y suis favorable, je l'avais indiqué déjà en 2013. De son côté, la mairie, dans un communiqué, rappelle que le centre commercial est une propriété privée. Pour installer des caméras sur des fonds publics, la ville souligne qu'il faudrait utiliser les mâts d'éclairage du boulevard, ce qu'a refusé la Casqui, qui en est le gestionnaire. La solution pour la municipalité, les commerçants doivent mettre en place leur propre système de vidéosurveillance. Un courrier dans ce sens a été adressé à Nicolas Gros en début de semaine. À Trappes, toujours, les locaux d'Emmaüs ont changé d'emplacement. Ils se trouvent dorénavant face à Pôle emploi. Ce déménagement va permettre un meilleur accueil, comme nous l'explique Catherine Zulato. Vous allez régler et après vous revenez me voir. Je vous fais un grand paquet avec la valise, je vais vous la garder. Les bénévoles d'Emmaüs et les clients ont déjà pris leur marque dans la nouvelle boutique ouverte dans la ZAC du Buisson de la Coudre. Des locaux qui remplacent ceux situés dans le centre-ville de Trappes et qui ont été préemptés dans le cadre de l'aménagement du plateau urbain de la Nationale 10. Nous avons choisi un local commercial, c'est-à-dire moderne, avec beaucoup d'espace, adapté à la clientèle, à l'accès. Et pour l'instant, nous en sommes ravis.
La surface de vente est dorénavant de 1000 mètres carrés, 3 boutiques en rez-de-chaussée pour les vêtements, le bric-à-brac et les livres. Un espace est réservé aux meubles et aux produits d'électroménager. Le magasin a ouvert ce samedi et en une journée, près de 400 personnes sont venues voir les nouveaux locaux. Beaucoup plus grand que l'autre qu'il y avait avant. L'autre, il se trouvait dans le centre-ville là-bas. Et tout était beaucoup serré là, c'est beaucoup mieux quand même. Je viens souvent parce que je cherche des anciens fauteuils pour les retaper. C'est plus spacieux et puis on a plus de choix. Beaucoup de gens nous amènent leurs cartons, leurs vêtements, beaucoup de dons. Tous les jours, nous sommes ouverts tous les jours pour les dons. Comme Christiane, la communauté de Trappes compte une petite trentaine de bénévoles pour s'occuper du magasin. En dehors de ces bénévoles, la communauté accueillait auparavant des compagnons. Ils ont été jusqu'à 17 l'année dernière. Mais aujourd'hui, les pavillons qui les accueillaient vont être rasés et faute de locaux pour les recevoir, ils ne sont plus que 2 aujourd'hui. La communauté a été un petit peu éparpillée à partir du mois de juin pour essayer de les recaser un petit peu partout, dont certains avec des droits à la retraite et puis d'autres qui sont repartis dans d'autres communautés. La communauté Emmaüs négocie actuellement avec la mairie de Trappes pour retrouver une solution d'hébergement des compagnons dans des foyers sociaux. Et puis à Trappes, enfin, 3 frères âgés de 25 à 30 ans sont soupçonnés par la police judiciaire d'avoir animé un trafic local de cocaïne, une affaire qui a permis la saisie de 40 kilos de cette drogue sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. L'invité de ce soir, Julien Iborra, bonsoir. Vous êtes le responsable départemental du Parti communiste. Il va être question à présent de politique, plus particulièrement des élections départementales. La stratégie pour vous, c'est de ne pas s'allier avec le Parti socialiste, mais plutôt dans le cadre du Front de gauche, de se rapprocher d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi, tout simplement? Alors, c'est pas exactement ça. Pour être plus précis, nous, on souhaite le rassemblement le plus large possible de la gauche, mais sur des contenus qui sont clairement anti-austérité, en rupture avec les politiques qui sont menées aujourd'hui par le choix, le c'est gouvernement. De ne pas aller vers le Parti socialiste que de fait, ça revient à ça, même si, y compris, on renonce pas à avoir des socialistes qui nous rejoignent, qui viennent avec nous sur des initiatives ou dans des élections. C'est possible aussi dans certains endroits ponctuellement. Donc ce serait des frondeurs dans ces cas-là par rapport au Parti socialiste et la ligne affichée. Oui, je ne sais pas ce que veut dire exactement le terme frondeur. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent plus ou moins dans cette définition. Mais en tout cas, ceux qui refusent la politique aujourd'hui d'austérité qui est menée en France avec les conséquences dramatiques qu'on connaît pour la population. Donc nous, on veut le rassemblement le plus large de la gauche. Et effectivement, et particulièrement sur Saint-Quentin, ça se décline plutôt sur des rassemblements avec Europe Écologie Les Verts, qui se situent, eux, vraiment dans cette rupture vis-à-vis de l'austérité. Alors, quels sont les points, justement, de rapprochement avec ce qui est affiché par Europe Écologie Les Verts? Sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Est-ce qu'il a aussi fallu faire des concessions pour vous? Non, parce qu'on y va chacun avec notre identité propre. Ça veut dire, c'est pas on fusionne, on crée un nouveau parti. On y va avec nos différences, mais avec ce qui nous rassemble. Et on a estimé que ce qui nous rassemblait était plus fort que ce qui nous séparait. Donc évidemment, on a des points de désaccord avec Europe Écologie Vert. On a même des points de désaccord entre communistes de temps en temps. Donc ça, on y viendra tout à l'heure. Donc ça arrive. Mais on est d'accord sur le fait que la politique qui est menée aujourd'hui en France par un gouvernement malheureusement socialiste, mais c'est une politique de casse des services publics, de restriction des moyens des collectivités locales. Là, on part dans une élection pour une collectivité locale, justement. Et donc ça nous rapproche. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. La cassure est trop forte avec le Parti socialiste aujourd'hui? J'espère pas. J'espère qu'il sera possible un jour de travailler sur un rassemblement de gauche. Mais il faudra que les dirigeants nationaux du Parti socialiste, et particulièrement le gouvernement, marquent une rupture par rapport aux politiques qui sont menées aujourd'hui, qui ne sont pas dignes d'un gouvernement de gauche. Mais là, à l'échelle locale, en tout cas, quels sont les rapports avec le Parti socialiste? Pour le Front de gauche, pour le Parti communiste? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous avez, ne serait-ce que discuté, vous vous êtes mis autour de la table avant ce scrutin départemental? Oui, bien sûr, on a discuté des réunions avec Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, y compris d'autres partis comme le Parti de gauche et d'autres, et on a vu que c'était pas possible, y compris parce que des fois les propositions n'existaient même pas, parce que dans tel ou tel endroit, le Parti socialiste ou d'autres avaient décidé de partir tout seul et que voilà, donc il n'y avait pas une volonté de toute façon, ni de la part du Parti socialiste, ni de la part d'Écologie Les Verts, ni de la part du Parti communiste, de partir ensemble partout. Voilà, c'était canton par canton, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible. On voit d'ailleurs qu'il y a des endroits dans le département, c'est moins le cas par ici, où l'alliance avec Europe Écologie Les Verts n'a pas été possible pour diverses raisons. Voilà, c'est comme ça, mais on a vraiment travaillé localement, canton par canton, à partir des réalités locales, voir ce qui était possible et pas possible de faire ensemble. Ça veut dire ensuite que le programme qui sera affiché sera propre à chaque canton, ou vous êtes mis d'accord sur une stratégie globale pour ce département des Yvelines? Comme je vous dis, il y a les grosses
les arrêts qu'on partage, donc qui sont vrais dans tous les cantons où on est présent ensemble, et même là où on part pas forcément ensemble, mais on est d'accord, je vous disais, principalement sur l'arrêt du massacre, quoi. Arrêter la casse des collectivités territoriales. Alors ça se traduit comment à l'échelle du département ? À l'échelle du département, on voit qu'on a un département qui est très riche, un des plus riches de France, avec un budget de 1,2 milliard, je crois, annuel, en 2014 en tout cas, avec 300 millions d'euros dédiés à l'investissement. Donc on voit que c'est des budgets colossaux. Et pourtant que la politique menée par le Conseil général aujourd'hui, c'est une politique à minima. On est vraiment à minima de tout, que ce soit sur les aides sociales, sur les réfections de route, etc., etc. On le voit. Alors que quand on voit, je vais prendre l'exemple d'un autre département, le Val-de-Marne, pour ne pas le citer, qui est un département à direction communiste, on voit les différences flagrantes avec un département qui a moins de moyens. On me disait tout à l'heure, j'avais une discussion avec un ami qui me disait, dans le Val-de-Marne, il y a 72 crèches départementales. Pour un budget qui est moindre, dans les Yvelines, la dernière crèche départementale, elle a fermé l'année dernière. Donc on voit qu'il y a possibilité de voir une vraie politique au service des populations pour réduire des inégalités dans un département qui est marqué par de très très fortes inégalités, avec des villes excessivement pauvres comme Trappes, La Verrière, et des villes beaucoup plus riches, Saint-Germain-en-Laye et Versailles, pour ne pas les citer. Donc voilà, réduire les inégalités, c'est avoir une politique sociale qui est ambitieuse et qui aujourd'hui n'est pas celle qui est menée par la direction de droite en place aujourd'hui au Conseil général. Et vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est proposé par le Parti socialiste. Et c'est pour ça donc qu'il n'y aura pas d'alliance avec les socialistes. Malgré tout, la gauche aurait-elle mieux fait de partir rassemblée pour ce scrutin ? Voici vos réponses, c'est notre question du jour. Je pense que c'est préférable pour elles, compte tenu du contexte politique, si elles veulent avoir une chance de remporter un certain nombre de sièges. C'est ce qu'on entend, disons, dans les médias aujourd'hui. Pour moi, je pense qu'ils doivent se rassembler, oui, parce que les courants politiques doivent être unis pour avoir une certaine portée et pouvoir avoir de l'importance. Après, s'ils ont vraiment des raisons de se diviser, il faut qu'ils se divisent officiellement et qu'ils fassent vraiment quelque chose de clair et net, quoi. Effectivement, ils devraient se rassembler par rapport à la Grèce et à l'Espagne, quoi, avoir le même sursaut finalement. Mais bon, je ne pense pas que, bien qu'elle soit élue, que ce soit des miracles pour le monde des pauvres, de l'ingénieur à l'ouvrier bas de gamme, quoi. Je trouve que là, on est dans une situation quand même grave. Et ça va mal à l'extérieur, à l'intérieur, socialement, financièrement, économiquement, etc. Enfin, tout va vraiment mal. On a besoin de resserrer les rangs, mais ça ne se fera pas. Je suis très pessimiste. On a besoin de resserrer les rangs, c'est ce qu'on a pu entendre. Vous n'avez pas peur que ce soit très préjudiciable à la gauche dans son ensemble, pas uniquement au Parti communiste, mais au Front de gauche, à Europe Écologie Les Verts, aux socialistes aussi, cette division et ce manque d'entente autour d'un tel scrutin ? Si, bien sûr. Moi, encore une fois, je regrette. J'ai commencé en disant qu'on était pour un rassemblement de la gauche et pas pour des rassemblements. Sachant que dans le département, Pierre Bédier, le président sortant, veut faire le Grand Chelem, c'est ce qu'il a annoncé. Et il y a des poids lourds qui se présentent à droite, notamment des maires qui se présentent. Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin aussi sera candidat. Vous n'avez pas peur de ne pas partir unis ? Si. Encore une fois, le rassemblement, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être de gauche ? C'est-à-dire pas n'importe quel prix, ça veut dire sur des contenus clairement à gauche, des contenus qui changent la vie des gens. Si c'est être élu pour être élu, même on va faire alliance jusqu'au MoDem ou quoi. Même il y a des gens de l'UMP qui sont sympas. Peut-être avec des gens de l'UMP, on peut faire l'alliance. Non, pas à n'importe quel prix, pas sur des contenus politiques de gauche forts. Il y avait une des personnes que vous interrogiez qui parlait de Syriza et de Podemos en Espagne. C'est intéressant ce qui se passe là-bas. On voit qu'on a une social-démocratie qui, à force de mener des politiques beaucoup plus vigoureuses, j'ai envie de dire, que celles qui ont lieu en France, avec des conséquences plus dramatiques, même si on en prend malheureusement le chemin, on voit qu'on a une social-démocratie qui s'est effondrée. C'est une gauche qui a été porteuse de contenus très forts, de contenus vraiment transformateurs, en rupture avec les politiques libérales qui sont menées. C'est cette gauche-là qui arrive à porter au pouvoir et qui, dès son élection, en tout cas en Grèce, met des politiques en place. Ce serait possible de ça en France, d'arriver à ce résultat-là J'aime pas les comparaisons, parce que c'est des pays très différents, des réalités extrêmement différentes, des histoires politiques très différentes aussi. Mais vous en rêvez en tout cas ? J'en rêve, ce serait bien, ouais, je vais pas vous mentir. Non, on préfère rester à 5%. Non, évidemment qu'un destin à la Syriza, ça nous intéresse, mais ça, c'est du travail, et surtout, c'est des situations très différentes, et j'aimerais pas en arriver à la situation de la Grèce pour en arriver là. On va juste faire une parenthèse, on va évoquer le canton de Trappes, forcément. Nous avons eu hier en ligne Luc Miseray, il se présente au nom du Front de gauche, Europe Écologie Les Verts. C'est assez particulier parce que le maire de La Verrière, qui est communiste, du Parti communiste français, se présente, il fait alliance avec la gauche, le Parti socialiste, en tout cas divers gauche, Jeanine Marie, la représentante sur le canton sortante, mais vous ne le soutenez pas. Vous présentez malgré tout un candidat face à lui.
On ne présente pas malgré tout un candidat face à lui. On est une organisation démocratique, le Parti communiste français, qui a eu un vote de tous ses adhérents qui ont décidé que compte tenu des réalités locales, y compris compte tenu du bilan de Jeanine Marie en tant que sortante, de ses prises de position, il n'était pas possible de se rassembler avec les socialistes. D'ailleurs, nos amis d'Europe Écologie Les Verts ont pris exactement la même décision. Donc nous avons décidé de joindre nos forces pour présenter 4 candidatures. Alain Hajaj, comme c'est son droit le plus strict d'une démocratie, lui n'était pas d'accord avec cette prise de position, donc il a décidé de prendre ses responsabilités, d'être candidat malgré tout, mais il n'est pas contre nous, et pas plus que nous sommes contre lui. On est contre la droite, contre l'extrême droite, on a juste pris des positions différentes. Vous n'allez pas mener campagne contre la candidature socialiste du maire qui reste malgré tout du Parti communiste? On mène une campagne contre la droite et l'extrême droite. On parlait de division de la gauche tout à l'heure. Ça commence par rassembler le plus grand nombre de voix possible pour la gauche au premier tour. Et ensuite que ces voix se rassemblent sur la candidature la mieux placée au deuxième tour. Mais encore une fois, nous on est contre la droite, l'extrême droite. Voilà, il se trouve qu'on a un point de désaccord. Ça arrive dans les familles, on s'engueule. C'est pas dramatique. Justement, juste pour conclure sur cette situation-là, vis-à-vis d'Alain Hajaj, vous êtes le responsable départemental du Parti communiste. Il est exclu, il est mis en parenthèse, en congé. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Il est pas exclu ni mis entre parenthèses. Il reste communiste. Il n'a pas perdu son âme de communiste tout d'un coup. Ça reste un très bon maire, un maire dont on est fier. Encore une fois, on n'est pas d'accord là ponctuellement. Il ne pourra pas s'exprimer au nom du Parti communiste, évidemment, pendant cette campagne. Puisqu'il n'aura pas l'investiture officielle, forcément, du Parti communiste. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Il n'y a pas de problème avec Alain Hajaj. On n'est juste pas d'accord. Ça arrive. Et juste pour conclure sur ces départementales pour le Parti communiste, le Front de gauche, il y aura des candidats présents partout. Vous allez vous présenter partout, sur tous les cantons, les 21? Dans quasiment tous les cantons, oui. Là, c'est le dépôt des candidatures. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais dans quasiment tous les cantons, là, il me semble qu'on a dû en déposer 18 sur les 21, quelque chose comme ça. Donc presque partout, oui. Peut-être une question subsidiaire pour conclure. Vous êtes à l'aise au sein du Front de gauche aujourd'hui, le Parti communiste? Il y a eu des discussions autour de ça pendant les législatives, pendant les dernières élections. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise? Nous, il n'y a pas de problème au sein du Front de gauche. C'est pareil, on n'est pas toujours d'accord sur tout, sinon on serait tous dans le même parti. Le Front de gauche, c'est un rassemblement de partis, mais surtout de citoyens. C'est pas un cartel, c'est pas la gauche plurielle de la gauche, c'est le Parti communiste, le Parti de gauche, la gauche unitaire, ensemble, d'autres partis, mais c'est surtout des milliers de citoyens qui sont avec nous, à nos côtés, qui se battent à nos côtés. Donc oui, des fois, on se frotte un peu parce que c'est la démocratie, mais il n'y a aucun problème au sein du Front de gauche. La preuve, il n'y a pas de candidature dissidente du Front de gauche nulle part, ni dans le département. Non, il n'y a pas de souci. On reste Front de gauche, c'est notre démarche politique. Merci Julien et Bora. Donc les élections départementales, premier tour 22 mars, second tour 29 mars. Merci à vous. Merci à vous. Un tout autre sujet à présent, le concours d'enfants bébé Cadom qui vient de fêter à Paris ses 90 ans. Parmi les prétendants cette année, une petite fille de 2 ans et demi qui est installée à Guyancourt avec ses parents. Nous les avons suivis. Piscine géante à boules, stand de maquillage et bonbons à volonté, même pour les adultes. La marque Bébé Cadom vient de célébrer les 90 ans de son célèbre concours à Paris ce mercredi. 11 finalistes ont été désignés chaque mois par les internautes sur le site magiquemaman.com et parmi eux Inaya, 2 ans et demi, petite fille de Guyancourt et qui fait le bonheur de sa maman comme le veut la formule consacrée. On est fiers parce que c'est quand même un concours assez prestigieux, c'est une grande marque Cadom et c'est un honneur pour nous de pouvoir voir notre enfant représenter cette marque. Donc voilà, on est contents. C'est une jolie expérience à vivre, parce que finalement on fait de belles rencontres. On a rencontré plein de mamans de partout en France, des mamans de Facebook, des mamans, voilà, donc c'est sympa. Inscrite à plusieurs reprises depuis l'âge de 6 mois, Inaya accédait pour la première fois à la finale. Je l'ai soutenue pendant tout le mois entier, on devait voter sur Internet, etc. Et du coup, là c'est vraiment la grande finale, donc on est venu pour la soutenir. Joie de vivre, douceur, innocence, 3 des critères retenus pour désigner le lauréat, ambassadeur de la marque. Et même si ici nous sommes bien loin des concours de beauté et de mini-miss, il reste toujours une petite appréhension au moment du verdict. Le bébé Cadom de cette année est Naïm. C'est mérité pour Naïm, donc je suis contente sincèrement qu'elle ait gagné. Pas trop déçue? Non, on n'est pas déçus. Inaya ne sera finalement pas élue bébé Cadom, mais elle repartira avec de beaux souvenirs, pendant que la marque capitalise sur son aspect familial. Quand on a racheté cette marque, on s'est rendu compte qu'il y avait cette élection du bébé Cadom, et qui a 90 ans cette année.
Et on s'est dit que ça allait être une formidable opportunité pour d'abord célébrer les valeurs familiales de cette marque, auxquelles on est très attaché, et en même temps de mettre en avant l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Chaque année, depuis 12 ans, 80 000 € sont reversés à cette association qui fait venir en France pour de lourdes opérations des enfants malades. Un portrait à présent. Chen Jivan a fui la Chine de Mao. Elle s'est installée à Rambouillet à la fin des années 50. C'est une fille de parents occidentalisés, comme elle les appelle. Elle se fait connaître en tant que pianiste, compositeur, mais aussi peintre. C'est une artiste complète, une vie hors du commun qu'a décidé de raconter le journaliste Bernard Delattre en recueillant son témoignage, un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan. Yolène Torres et Elodie Moine. Chen Jivan a un parcours peu ordinaire. Née à Pékin, elle se réfugie une première fois avec sa famille à Hong Kong lorsque la guerre sino-japonaise éclate en 1937. Son père, patron du plus grand quotidien de Pékin, perd tout. La famille fuit la Chine de Mao et s'enfuit ensuite à Shanghai, à Taïwan et à Hong Kong de nouveau. Chen Jivan étudie au conservatoire de musique et devient une grande pianiste reconnue. Une vie digne d'un roman que le journaliste Bernard Delattre raconte dans ce livre. En 1951, elle débarque en France, à Paris. Un jour férié, tout était fermé, se souvient-elle. Quand je sortais de la gare d'Invalides, j'ai vu le ciel est gris. Les murs sont noirs et le métro, c'est noir aussi. Alors, je me suis dit, non, c'était vieux, je ne resterai pas 3 mois. Finalement, elle ne retournera pas dans son pays devenu marxiste et s'installe avec son mari à Rambouillet à la fin des années 50. Dans leur jardin, ils font construire un édifice original qui lui sert de salle de concert pour se produire. Une construction connue dans la ville et appelée par tous la pagode. Simplement, c'est la forme d'une pagode, mais ce n'est pas une pagode. C'est pas du tout religieux. Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de prière. Tout simplement, c'est une salle de concert. L'opposition avec sa sœur restée en Chine comme sympathisante des maoïstes, la séparation de ses parents ou encore ses candidatures aux élections présidentielles en France, ce témoignage cache d'autres secrets à découvrir au fil des pages de l'ouvrage. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain vendredi pour l'actu du jour et puis le résumé de la semaine comme à chaque fois. Une très bonne soirée sur TV Fil. Ce sera notamment avec Florane Parfait pour un nouveau numéro de Fil Écho.